Florent Gautreau et Ali Benardia. L'after est là jusqu'à minuit, il reste 20 bonnes minutes. On a débriefé la victoire du Paris Saint-Germain ce soir 5-1 à Metz. Les Parisiens qui comptent 5 victoires en 5 journées, doublé de Cavani, but de Mbappé. Neymar et Lucas. Rivière avait égalisé pour les Messins qui ont terminé le match à 10. Il y avait eu un autre match également. On dirait que tu parles de Barcelone, là t'as eu Neymar. Pourquoi Ça y est, on est en Ligue 1. Oui, alors. Non, mais c'est drôle, quand t'entends parler, on se croirait dans le championnat espagnol. Faut y faire, Ali. Ah, ouais. Et un peu plus tôt dans la soirée, Lille et Bordeaux s'étaient quittés sur un match nul 0-0 avec des Lillois qui eux aussi ont terminé ce match à 10 puisque Thiago Maia a été exclu en première période. Alors au classement, le PSG est leader avec 3 points d'avance sur Monaco qui aura un derby demain face à Nice à 17h. Thiago Maia, il m'a mis le bourdon. Ah ouais. Ah, bien. Ah, c'est bon ça, je viens d'avoir. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien ça. Ça a deux j'aime bien ça, ouais. Bordeaux est sur le podium, Saint-Etienne est juste derrière, Lyon aussi, Marseille compte 7 points et est donc 6e. Et dans la zone rouge, on retrouve Amiens avec 3 points, autant que Nice. Rennes est 19e avec 2 points, désolé Jérôme Thomas. Et bon dernier, le FC Metz qui s'est incliné ce soir et qui n'a toujours pas marqué 2 points après 5 journées. On va évoquer donc ce match entre Lille et Bordeaux. D'abord, votre impression générale. Alors toi, tu disais tout à l'heure, non, c'est toi Flo qui disais c'était un match bof. Ali. Moi j'ai bien aimé cette équipe de Lille qui a toujours vouloir ressortir le ballon même à 10 contre 11 et à essayer de développer du jeu, alors que j'ai pas été content de l'équipe de Bordeaux qui aurait normalement dû profiter du surnombre et passer beaucoup plus sur les côtés avec Sabali, avec se servir des côtés en 2 contre 1. Ils ne l'ont jamais fait et ils prenaient leur temps de jouer latéralement. Et Malcolm, qui maintenant est peut-être devenu un joueur important à Bordeaux, ne joue plus sur un côté. Alors que la force de Bordeaux, quand Malcolm, il jouait côté droit le long de la ligne, et là faisait la différence. Là, il débute les actions, mais on ne le voit jamais à la fin. Alors qu'avec le pied gauche qu'il a, c'est impressionnant. Et tout un pataquès pour la board, alors que tu laisses sur le banc, et encore plus à 11 contre 10 pour ne pas le faire entrer. Et c'est Younous Sankharé qui se retrouve devant le but en tant que position d'avancante, qui lui est un milieu défensif, voire relayeur, et sous prétexte qu'il a marqué des buts ces derniers temps, tu le fais pratiquement jouer devant. Ça veut dire j'ai pas d'attaquant, je te mets devant pour marquer. Je suis pas trop d'accord. Et je pense que Gourvenec n'a pas été assez ambitieux, surtout dès que tu passes à 11 contre 10. Il aurait dû de suite faire rentrer la board et passer par les côtés pour terminer les actions. Je pense qu'il serait revenu avec les 3 points. Moi, je vais te surprendre, mais tactiquement, je pense que Lille était plus fort que Bordeaux. Et que le drame, entre guillemets, c'est que tu n'as pas pu voir le match à 11 contre 11 pour voir ce que ça allait donner. Moi, je suis assez surpris, effectivement, de voir ce que font les Bordelais. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont une très bonne équipe sur le papier. Enfin, offensivement, c'est bien quand même. Ouais, mais ça se ressemble. Il n'y a rien qui fait pchit. Tout le monde joue pareil. Oui, mais parce que, effectivement, ce qui est assez surprenant à 11 contre 10, c'est de ne pas prendre les intervalles. Tu as des propositions des latéraux qui ne sont pas servies. Tu as effectivement ce jeu latéral pendant des plombes. Tu n'as pas de frappe cadrée. Je te pose une question. Alors, d'un point de vue juste purement statistique, le petit paradoxe, c'est que Lille compte une victoire depuis le début de la saison. C'était lors de la première journée. Bordeaux n'a toujours pas perdu. Ouais, mais Bordeaux, si tu regardes bien, ils alternent les nuls et les victoires. Mais Bordeaux, si tu regardes bien, le verre à moitié vide, là, pour le coup, c'est l'élimination contre Vidéoton. Quand même, ce qui est une tâche dans ce début de saison. C'est beaucoup de matchs où on est très déçu par le jeu, parce qu'il faut regarder ce qu'il y a dans le jeu et ce qu'il y a dans les intentions. Dans les intentions de Lille, tu sais ce que veut faire Lille, tu vois ce que veut faire Bielsa. C'est clair. Après, effectivement, beaucoup de blessés. Quand tu perds 2 joueurs très vite sur blessure comme l'autre fois, quand tu as un expulsé très vite comme là, en plus tu perds de Préville, mais même dans l'histoire des matchs, dans l'histoire interne de chaque match, c'est un problème. Donc tu peux pas trop juger. Bielsa, il dit c'est pas bon ce qu'on fait et tout. Moi, je dirais même pas si c'est pas bon. Pour l'instant, on peut pas juger. Alors que Bordeaux, tu peux juger. Ils ont eu suffisamment de matchs pour que tu commences à avoir un truc. Et moi, je l'ai dit dès le départ, que Sankharé soit le meilleur buteur de Bordeaux, ça pose un problème. Ça pose un problème. Même si Sankharé fait une très bonne saison, je te pose une question, Florent. Quel est le leader au milieu et en attaque de cette équipe de Bordeaux? Est-ce qu'il y a un leader technique ou un leader? Le leader d'attaque, c'est Malcolm. Il est jeune, il a fait une saison. Mais tu l'as pas. Tu l'as pas au milieu, tu ne l'as pas devant. Et c'est peut-être un problème parce que quand tu es à 11-10, tu as toujours un leader à 11 contre 10 qui passe à la vitesse supérieure, dérègle un petit peu et te dit on passe par là, on leur met la pression, on finit les actions jusqu'à que tu vois, on leur met le pressing à fond. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont laissé respirer cette équipe de Lille alors qu'ils étaient à 10.
Si moi je suis sur le terrain et que tu es à 11 contre 10 offensivement, tu mets la pression et le pressing. Pourquoi ? Parce que pour les étouffer. On va voir ce qu'en pensent les supporters de Bordeaux. Certains nous ont appelé au 32-16. C'est le cas de Benjamin. Salut Benjamin. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Ça va, Salut Benjamin. Salut tout le monde. Ouais, ça va, ça va. Un peu déçu, mais ça va. Ça aurait pu bien commencer le week-end, mais dommage. Tu sais quoi Benjamin ? On te prend dans 2 secondes. Juste là, c'est du direct. Il y a Saber Desfarges qui est du côté de Saint-Symphorien. Saber, salut Saber. Salut les gars. Salut Saber. Très bien. Alors t'es en zone Très mixte. bien, très bien. On rappelle que le PSG vient de s'imposer 5-1 à Metz. Alors t'as vu qui et ils t'ont raconté quoi ? Écoute, notamment Kylian Mbappé qui est passé en zone mixte, qui a pris le temps de répondre encore une fois aux journalistes, notamment par rapport à son intégration avec sur le front de l'attaque avec Neymar, avec Edinson Cavani ou encore Julian Draxler. Il s'est dit tout de suite, il s'est trouvé à l'aise d'emblée, notamment grâce à Neymar et Cavani qui l'ont un petit peu couvert finalement. Et il a dit qu'il était très facile finalement de se retrouver, de trouver ses repères avec des joueurs comme Cavani ou encore Neymar. Ravi, mais pas plus que ça finalement de sa rencontre Kylian Mbappé, même s'il a marqué évidemment un but, une passe décisive. Ce sont quand même des débuts exceptionnels, mais il estime qu'il peut faire encore bien mieux et surtout que la marge de progression est encore immense avec notamment Edinson Cavani et Neymar sur le front de cette attaque parisienne, des Parisiens qui sont déjà évidemment tournés vers le Celtic Glasgow où ils s'attendent évidemment à une toute autre opposition du côté du Celtic Park. Ok, ouais. Et donc il est content, hein, forcément. Oui, il est content, mais si tu veux, ça se voyait pas forcément sur les traits de son visage, ça se disait pas forcément sur les traits de son visage, parce qu'il est de nature relativement calme, ce garçon, il s'enflamme pas du tout. On l'a interrogé notamment aussi sur le fait que Paris devra aussi s'attendre à ce type de match relativement fermé à l'extérieur, un petit peu à tourner des Harlem Globetrotters. C'est vrai que du côté de Saint-Symphorien, on avait plus le sentiment que le public était davantage spectateur. Plutôt voilà, c'est un peu ça, plutôt spectateur que supporter. Et ils s'attendent évidemment à ce type d'accueil, à présent à ce type de rencontre dans les semaines à venir. Il va falloir s'y habituer. En tout cas, Kylian Mbappé, c'est sûr et certain, il est déjà préparé à tout ça. Il est prêt à ce type de match tous les dimanches ou tous les week-ends du mois en Ligue 1. Alors juste un détail, Saber, tu as assisté, je suppose, à la conférence de presse de Philippe Inchberger, l'entraîneur du FC Metz. Est-ce qu'il y a eu polémique de ça ? Donc tu n'as pas entendu ce qu'il a dit alors ? Non, mais en revanche, j'ai pu parler avec Philippe. Bravo. Tout ce qui n'est pas PSG. Par rapport à l'exclusion d'Assou Ekoto, est-ce que lui estime que c'est sévère ? Il y a polémique, il n'y a pas polémique ? Alors l'excellent Loïc Braillet a assisté à il m'a dit qu'il n'a pas souhaité polémiquer le coach messin. En revanche, on a parlé avec le défenseur messin Philippe qui lui estime que c'est véritablement un tournant du match et ce carton rouge il n'est pas forcément mérité envers Benoît Assou Ekoto, même si voilà, lui aussi il n'a pas voulu non plus pointer du doigt longuement l'arbitre de la rencontre, monsieur Desage, mais forcément il y a aussi beaucoup de frustration. Ça restait en travers de la gorge du défenseur messin, même s'il n'a pas souhaité davantage l'exprimer et pas rentrer dans une certaine polémique ce soir. Merci beaucoup en tout cas, Saver. Vous faites attention à vous sur la route en rentrant, les gars. Vous roulez doucement, il pleut. Voilà, c'est non, écoute, tu m'envoies un SMS quand t'es rentré. Tu m'envoies un texto. Voilà. Allez, bisous, Saver. Quand tu rentres de Metz, attention à Irma. Quand tu rentres de Metz, faut prier. C'est normal. Oh, ça j'aime bien ça. Et... Tu sais qu'il y en a qui en ont marre de tes jeux de mots. C'est fini dans 9 minutes. Plus que 9 minutes à tenir. Non, tiens, je sais plus ce que je voulais dire, mais je vais le retrouver. Tu sais quoi ? Tu vas retrouver, on va retrouver nous Benjamin. Excuse-nous Benjamin, on t'a coupé. Si, non, pardon. Il y avait le Messin, j'ai pensé, il a parlé de Philips. En fait, c'est celui qui était avec le Luxembourg. Oui, il avait parlé de Saber, qui a arrêté tout dans la surface. C'est le Messin qu'on a vu ce soir. Voilà. Pardon, excusez-moi pour cette parenthèse. Ouais, juste Benjamin, alors on parlait de Bordeaux tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a déplu, toi ? C'est quelque chose qui t'a déplu d'ailleurs chez Bordeaux ce soir ? Oui, en effet, on était venu. Bon, je pense qu'au départ, on aurait signé pour un match nul à l'extérieur, vu que pour l'instant on gagne à domicile et on fait nul à l'extérieur, c'est pas trop mal, c'est un parcours de champion, hein. Mais en rigolant, mais non, mais ce qui nous a déçus, c'est que vu la physiologie du match, on attendait à ce que ça passe un peu plus sur les côtés, à ce que ça provoque et qu'il y ait un peu plus de monde dans la surface. Mais ça n'est jamais venu et le vrai problème, c'est que vous l'avez pas relevé, je crois, mais c'est qu'au niveau des latéraux, les centres, et déjà qu'il n'y avait pas grand monde dans la surface, c'est très compliqué de toucher quelqu'un devant et là, on aurait pu jouer vraiment 2 heures de plus. Je pense qu'on avait du mal à marquer. Ouais, c'est ça qui m'a déçu, c'est que
déjà dans les derniers matchs, j'ai pas vu la fluidité que parfois on a vu dans les équipes de Gourvenec. Deuxième partie l'année dernière, que tu as eu, notamment avec le trio offensif. Et puis là, j'ai surtout été très surpris, et même très surpris du manque même de poigne de Gourvenec, mais même de Gourvenec, même sur le banc, son attitude. Si le coach n'est absolument pas content, par exemple s'il se sent un peu, on va dire, lâché par ses joueurs, mais non, c'était pas le cas. Il semblait gérer un peu le truc. Alors évidemment, les Lillois ont été valeureux parce qu'étant à 10 contre 11, il fallait bien qu'ils fassent quelque chose. Ils se sont battus, honnêtement. Là, pour le coup, il y a eu beaucoup de débauche d'énergie. Je pense que si on avait poussé davantage, ils n'avaient pas l'air non plus de faire le mur devant la défense. Il y a eu des espaces. Et c'est juste que j'ai l'impression qu'ils n'y ont pas cru et qu'il y avait vraiment la place pour prendre 3 points. Et que malheureusement, on a pu un peu. Ils ont fait les 5 dernières minutes en insistant sur les côtés, au lieu de rentrer dans l'entonnoir. Et c'est vrai qu'ils se sont mis à jouer, mais très tardivement. Et le vrai problème aussi, et ça sera un souci à mon avis à moyen terme, c'est que offensivement on est un peu Depréville vient d'arriver, donc c'est un peu compliqué, et surtout les entrants. Il n'a pas fait un grand match d'ailleurs au passage. Non, il était un peu à l'envers, mais c'est peut-être un peu compliqué pour lui. C'est peut-être un peu compliqué pour lui, il vient d'arriver et par rapport aux automatismes. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est les entrants. Parce que avec les arrivées de Depréville, Laborde est un peu mis sur le côté. Il a été mis d'abord sur le côté parce que Mendy a pris un peu sa place. Ça n'a pas marché. Ensuite, il a essayé Camano avançante. Ça a marché un peu par hasard grâce au but offert par le gardien de Troyes. Mais au final, il nous manquera de la profondeur devant. Et surtout, après, voilà, on sera une équipe très dure à jouer parce qu'on a un milieu de terrain très costaud. Les Ragères, c'est excellent. Sankaré, il la mettra la prochaine fois parce que si Sankaré marque son face-à-face, ça change aussi le match. Et je pense qu'on sera très compliqué à bouger parce que Toulalan commence à bien prendre ses repères derrière. Et au milieu de terrain, on est dur à passer. Mais par contre, si on rate les 2-3 premières occasions qu'on a pour marquer des buts, le problème, c'est qu'on n'aura pas un avançant qui mettra 15-20 buts dans la saison pour nos années de temps, quoi. Non, mais le problème dans cette équipe de Bordeaux, ce que je parlais avec Florent, c'est qu'il n'y a pas de leader technique et il n'y a pas quelqu'un qui est capable d'élever le niveau dans les 20 derniers mètres quand c'est un peu plus dur. Quand tu as les espaces, quand c'est plus facile, ça va. Mais là, il fallait l'élever un peu plus le niveau. Il manque de talent, mais Malcolm l'a fait à Lyon. Malcolm a pris ses responsabilités à Lyon et a fait tourner le match pour lui, et ça a été, mais il ne pourra pas tout le temps le faire tout seul. Et il manque, je crois, un tout petit peu de talent. Ça reste une équipe de Ligue 1, une bonne équipe de Ligue 1. Je pense qu'il jouera 5-6 premières places. Et s'il y a un peu de réussite, pourquoi pas plus haut, mais il manque un peu de talent devant. Et voilà, et c'est sûr que Malcolm ne pourra pas tout faire cette année. Et on a Camano qui est un peu stéréotypé, et Sankaré qui marque des buts, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Après, c'est sûr qu'il va nous manquer un peu. Moi, je pense qu'il nous manquera un peu de monde devant et pour finir les actions, et que même si derrière on sera correct et qu'on ne prendra pas beaucoup de buts parce qu'on a un bon gardien et une bonne défense, il va nous manquer un peu de génie devant pour faire basculer les matchs compliqués, quoi. Et de fraîcheur, en sachant qu'on avait aussi l'équipe qui revenait, Sankaré revenait de 2 matchs en sélection. Il nous a manqué, et puis la trêve nous a fait un peu de mal, je pense, au niveau du rythme et des intentions, parce qu'on était très bien avant la trêve, et voilà. Mais je m'inquiète pas trop. Au final, on va faire une saison sympathique, je pense. Et je vous dis, si on fait nul à l'extérieur et qu'on gagne à domicile, tout va bien. C'est ce que vous faites pour l'instant, donc c'est pas mal. Oui, merci Benjamin, en tout cas, de nous avoir appelé. Merci Benjamin. Merci à vous, bonne soirée. Merci, à bientôt Benjamin. Bonne soirée, à bientôt. Prochain match de Bordeaux qui sera à Toulouse, un autre déplacement. Derby de la Garonne. Alors voilà, on a eu un supporter de Bordeaux après 0-0 face à Lille. Accueillons maintenant un supporter lillois. Vincent nous a appelé lui aussi au 32-16. Salut Vincent. Bonsoir monsieur. Salut. Alors 0-0, j'ai envie de te dire, à 10 contre 11 pendant un bon moment dans cette rencontre, c'est pas si mal, non, pour Lille. Bordeaux. Oui, contre Bordeaux en plus. Avant ça, il va falloir analyser pourquoi on s'est retrouvé à 10 contre 11. Une fois encore, j'ai envie de te dire. Pardon ? Une fois encore en plus. Une fois encore, mais je pense qu'il va falloir démystifier la légende Bielsa et analyser vraiment ses choix au bout d'un moment. Pourquoi Thiago Maia est arrière gauche ? Si quelqu'un est capable de me l'expliquer, pas de souci, je suis à l'écoute, parce que Thiago Maia, c'est quoi ? C'est un 6, un 8. Il faut savoir que Thiago Maia, il a aucun investissement au LOSC. Pourquoi il est au LOSC, Thiago Maia ?
parce que c'est un supporter de Paris, parce qu'il adore Paris et qu'il sera là une saison ou deux en attente d'être transféré à Paris. Donc lui, ce qu'il veut, c'est briller au milieu de terrain pour pouvoir prendre la place de Thiago Motta ou quoi à Paris. Ça, c'est écrit. Je suis même certain qu'il y a une clause dans son contrat. Donc il est absolument pas content de jouer arrière gauche. Il a fait contre Caen, il a été profondément ridicule et très mauvais. Et là, il le remet arrière gauche et ça se sent dans son attitude. Dans les 25 premières minutes de jeu, il a absolument tout raté. Et il mérite 10 fois de se faire expulser par ce geste qui a rien à faire là. Et la question, c'est pourquoi mettre Thiago Maia arrière gauche? Peut-être que Bielsa pensait que Maia aimait bien les ailes. Pas mal. Maia aimait bien les ailes. Ouais, peut-être ça. Non, mais c'est vrai que mais tu sais, est-ce que c'est pour ça qu'il fait ces deux fautes aussi rapprochées? Moi, je sais pas. Après, tu vois, c'est compliqué à dire aussi. Mais Bielsa, il est coutumier des changements de poste. Hein. Il adore ça. Bielsa, il adore ça. Pour Strasbourg, la défaite, elle est absolument pour lui. Et pourtant, à écouter Riolo, c'est un stratège d'avoir fait sortir Ballo-Touré au bout de 35 minutes de jeu. Après, on se retrouve sans gardien. Il va falloir analyser les choix de Bielsa avec objectivité et pas les yeux de on a la chance d'avoir Marcelo Bielsa en Ligue 1. Je suis d'accord avec toi, Vincent. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bielsa, il fait quelque chose, c'est un stratège. Si c'était, alors je suis absolument pas lyonnais, je déteste profondément ce club, mais si c'était Genesio qui faisait ça, c'était Antonetti, c'était Girard, mais vous lui tomberiez dessus. Et Riolo, c'est vrai. C'est marrant, t'as le même discours que les techniciens français, Vincent. Pardon ? T'as le même discours que beaucoup de techniciens français. Je dis pas que t'as raison, je dis pas que t'as tort non plus, mais en tout cas t'as le même discours. Bielsa vient à Lille, d'accord, il vient, mais attention de pas tout lui pardonner. Pour l'instant, t'as pas de résultat, t'as pas de raison de t'enflammer, donc forcément. Non, mais même le jeu ne se met pas encore en place à Lille. Moi, j'ai dit attention. Il y a la gestion, il y a le management. J'ai dit ne vous attendez pas à voir ce qu'on a pu voir au Vélodrome, parce que ce n'est pas les mêmes joueurs, ce n'est pas les mêmes effectifs, ce n'est pas la même équipe, parce qu'il faut se souvenir qu'il n'y avait que des joueurs confirmés. Tout le monde me dit ah oui, mais tel joueur, qu'est-ce qu'il faisait avant? Revoyez les matchs, c'était des joueurs confirmés de Ligue 1 et donc quelques-uns étaient pratiquement internationaux. Merci en tout cas. Oui. Attendez, juste Ali, ne me dites pas il faut du temps, parce qu'au bout d'un moment il va falloir quand même se remuer un petit peu et avoir des résultats. Et juste Ali, toi on s'est souvent chamaillé là-dessus sur la performance de Benzia, les 30 premières minutes de Benzia étaient très intéressantes, et je pense que s'il y en a bien un qui va progresser avec Bielsa, c'est Benzia. Mais il faut qu'il se fasse un peu plus de mal, encore Benzia. Je trouve que il se donne pas. Il faut qu'il passe à la vitesse supérieure. Maintenant, il peut pas ronronner sur le terrain. Merci à Vincent de nous avoir appelé. Et avant de se quitter, on retourne voir Eric Salio, puisqu'il y a la demi-finale de l'US Open entre un Sudaf et un Espagnol, Anderson Carreno Busta. Eric. Ouais, un set partout entre les deux joueurs, puisque Anderson après avoir perdu le premier set 6-4, c'est bien repris. Il a remporté le deuxième 7-5. Un partout dans le troisième set. C'est totalement indécis. Suspense. Jusqu'au bout de la nuit, bien entendu. Merci beaucoup, Eric. Merci à Florent Gautreau. Merci à Ali Benarbia. Merci à vous qui nous avez appelé au 32-16. On se donne rendez-vous bien évidemment demain, puisque l'after ne s'arrête absolument jamais. On remercie toutes les équipes techniques qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et nous, on se dit à demain pour l'after. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.